auprès d'un mort. Il s'en allait mourant, comme meurent les poitrinaires. Je le voyais chaque jour s'asseoir vers 2 heures sous les fenêtres de l'hôtel en face de la mer, tranquille, sur un banc de la promenade. Il restait quelque temps immobile dans la chaleur du soleil, contemplant d'un œil morne la Méditerranée. Parfois il jetait un regard sur la haute montagne au sommet vaporeux qui enferme Menton. Puis il croisait d'un mouvement très lent ses longues jambes si maigres qu'elles semblaient 2 os autour desquels flottait le drap du pantalon, et il ouvrait un livre, toujours le même. Alors il ne remuait plus, il lisait. Il lisait de l'œil et de la pensée. Tout son pauvre corps, expirant, semblait lire. Toute son âme s'enfonçait, se perdait, disparaissait dans ce livre, jusqu'à l'heure où l'air rafraîchi le faisait un peu tousser. Alors il se levait et rentrait. C'était un grand Allemand à barbe blonde, qui déjeunait et dînait dans sa chambre et ne parlait à personne. Une vague curiosité m'attira vers lui. Je m'assis un jour à son côté, ayant pris aussi pour me donner une contenance un volume des poésies de Musset. Et je me mis à parcourir Rolla. Mon voisin me dit, tout à coup, en bon français, « Savez-vous l'allemand, monsieur ?»« Nullement, monsieur, je le regrette. Puisque le hasard nous met à côté, je vous aurais fait voir une chose inestimable. Ce livre que je tiens là. » Qu'est-ce donc ? C'est un exemplaire de mon maître Schopenhauer, annoté de sa main. Toutes les marges, comme vous le voyez, sont couvertes de son écriture. Je pris le livre avec respect et je contemplais ces formes incompréhensibles pour moi, mais qui révélaient l'immortelle pensée du plus grand saccageur de rêves qui est passé sur la terre. Et les vers de Musset éclatèrent dans ma mémoire. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés ? Et je comparais involontairement le sarcasme enfantin, le sarcasme religieux de Voltaire, à l'irrésistible ironie du philosophe allemand dont l'influence est désormais ineffaçable. Qu'on proteste et qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli le plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été faite. Il a tout traversé de sa moquerie et tout vidé. Et aujourd'hui même, ceux qui l'exècrent semblent porter malgré eux en leur esprit des parcelles de sa pensée. Vous avez donc connu particulièrement Schopenhauer, dis-je à l'Allemand. Il sourit tristement. Jusqu'à sa mort, monsieur. Et il me parla de lui. Il me raconta l'impression presque surnaturelle que faisait cet être étrange à tous ceux qui l'approchaient. Il me dit l'entrevue du vieux démolisseur avec un politicien français, républicain doctrinaire qui voulut voir cet homme et le trouva dans une brasserie tumultueuse assis au milieu de disciples, sec, ridé, riant d'un inoubliable rire, mordant et déchirant les idées et les croyances d'une seule parole, comme un chien d'un coup de dent déchire les tissus avec lesquels il joue. Il me répéta le mot de ce Français, s'en allant effaré, épouvanté, et s'écriant « Oh, j'ai cru passer 1 heure avec le diable !» Puis il ajouta « Il avait en effet, monsieur, un effrayant sourire, qui nous fit peur, même après sa mort. C'est une anecdote presque inconnue que je peux vous conter, si elle vous intéresse. » Et il commença d'une voix fatiguée que des quintes de toux interrompaient par moments. Schopenhauer venait de mourir, et il fut décidé que nous le veillerons tour à tour, 2 par 2, jusqu'au matin. Il était couché dans une grande chambre, très simple, vaste et sombre. 2 bougies brûlaient sur la table de nuit.
Et c'est à minuit que je pris la garde avec un de nos camarades. Les deux amis que nous remplacions sortirent et nous vîmes nous asseoir au pied du lit. La figure n'était point changée. Elle riait. Ce pli que nous connaissions si bien se creusait au coin des lèvres, et il nous semblait qu'il allait ouvrir les yeux, remuer, parler. Sa pensée, ou plutôt ses pensées, nous enveloppaient. Nous nous sentions plus que jamais dans l'atmosphère de son génie, envahis, possédés par lui. Sa domination nous semblait même plus souveraine maintenant qu'il était mort. Un mystère se mêlait à la puissance de cet incomparable esprit. Le corps de ces hommes-là disparaît, mais ils restent, eux. Et dans la nuit qui suit l'arrêt de leur cœur, je vous assure, monsieur, qu'ils sont effrayants. Et tout bas, nous parlions de lui, nous rappelant des paroles, des formules, ces surprenantes maximes qui semblent des lumières jetées par quelques mots dans les ténèbres de la vie inconnue. Il me semble qu'il va parler, dit mon camarade. Et nous regardions avec une inquiétude touchant à la peur ce visage immobile et riant toujours. Peu à peu, nous nous sentions mal à l'aise, oppressés, défaillants. Je balbutiais. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je t'assure que je suis malade. Et nous nous aperçûmes alors que le cadavre sentait mauvais. Alors mon compagnon me proposa de passer dans la chambre voisine en laissant la porte ouverte, et j'acceptai. Je pris une des bougies qui brûlaient sur la table de nuit, et je laissai la seconde, et nous allâmes nous asseoir à l'autre bout de l'autre pièce, de façon à voir de notre place le lit et le mort en pleine lumière. Mais il nous obsédait toujours. On eût dit que son être immatériel, dégagé, libre, tout-puissant et dominateur rôdait autour de nous. Et parfois aussi l'odeur infâme du corps décomposé nous arrivait, nous pénétrait écœurante et vague. Tout à coup, un frisson nous passa dans les os. Un bruit, un petit bruit, était venu de la chambre du mort. Nos regards furent aussitôt sur lui et nous vîmes, oui, monsieur, nous vîmes parfaitement l'un et l'autre, quelque chose de blanc courir sur le lit, tomber à terre sur le tapis et disparaître sous un fauteuil. Nous fûmes debout avant d'avoir eu le temps de penser à rien, fous d'une terreur stupide, prêts à fuir. Puis, nous nous sommes regardés. Nous étions horriblement pâles. Nos cœurs battaient à soulever le drap de nos habits. Je parlais le premier. « Tu as vu ? Oui, oui, j'ai vu. Est-ce qu'il n'est pas mort ? Et puisqu'il entre en putréfaction, qu'allons-nous faire ?» Mon compagnon prononça en hésitant, « Il faut aller voir. » Je pris notre bougie. Je pris notre bougie et j'entrai le premier, fouillant de l'œil toute la grande pièce au coin noir. Rien ne remuait plus, et je m'approchai du lit. Mais je demeurais saisi de stupeur et d'épouvante. Schopenhauer ne riait plus. Il grimaçait d'une horrible façon, la bouche serrée, les joues creusées profondément. Je balbutiais. Il n'est pas mort. Mais l'odeur épouvantable me montait au nez, me suffoquait, et je ne remuais plus, le regardant fixement, effaré, comme devant une apparition. Alors mon compagnon, ayant pris l'autre bougie, se pencha. Puis il me toucha le bras sans dire un mot. Je suivis son regard et j'aperçus à terre, sous le fauteuil à côté de lui, tout blanc, sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le dentier de Schopenhauer. Le travail de la décomposition, desserrant les mâchoires, l'avait fait jaillir de la bouche. J'ai eu vraiment peur ce jour-là, monsieur. Et comme le soleil s'approchait de la mer étincelante, l'allemand Ptisic se leva, me salua et regagna l'hôtel. 30 janvier 1883.